Bienvenue à vous qui écoutez le podcast J'ai un truc à te montrer pour cet épisode dédié à Obsession de Curie Barker. Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir Bastien. Bonjour. Et nous allons parler du coup de ce film qui est sorti cette semaine, donc le 14 mai, et qui est un phénomène. Le film reçoit beaucoup de critiques très positives. Donc Curie Barker est un très jeune réalisateur de 26 ans qui a commencé sur YouTube, notamment avec un tout petit métrage d'1 heure, un found footage avec un budget de $800 qui est devenu une vidéo virale. Et à ce moment-là, il a été un petit peu repéré et il a pu tourner Obsession avec un budget de un peu en dessous d'1 million avec des acteurs pas très connus, du coup Indy Navarrete, Michael Johnston, Cooper Tomlinson qui est son acolyte d'un duo comique parce qu'ils sont tous les deux à la fois... Ils viennent de la scène comique. Ouais. Voilà, c'est ça. Et Megan Lawless. La musique est de Brock Burwell, la photo de Taylor Clements. On est vraiment sur des personnes qui font leurs armes au cinéma. Pour ce film, Curie Barker dit qu'il s'est inspiré notamment de Ari Aster. C'est un film qui nous a beaucoup fait penser aussi à Together de Michael Shanks. Ce qu'on va faire, c'est que dans une première partie, on ne va pas spoiler le film pour vous donner envie d'y aller. On va vous dire quelles sont selon nous les qualités du film, qu'est-ce qui fait que on vous en parle aujourd'hui. Et dans une deuxième partie, on va spoiler tous les deux. What's up? I was calling to see if there's a way I can alter a wish. Like to cancel your wish? No. It's okay to keep the... I just want to know if I can, alter it a little. I'm sorry, we don't really do that. No? If you have any questions about how the wish works, or if you read the back of the box... Is it even real? Yeah, it's real. No, I know that Is her love real? Just because you chose this for her doesn't make it less real. Alors déjà, l'histoire, c'est l'histoire de Bear, un jeune homme qui est fou amoureux d'une copine du lycée qui est devenue sa collègue. Il est fou amoureux d'elle, mais il n'arrive pas à lui dire qu'il est amoureux d'elle. Et il va tomber sur une espèce d'objet dans une boutique ésotérique où il peut faire un vœu. Et il va faire le vœu qu'elle l'aime en retour. Qu'elle l'aime plus que n'importe qui. Voilà, c'est ça. Que n'importe qui. Dans la VF, c'était traduit plus que tout au monde. Ah ouais. Mais en VO, c'est plus que n'importe quelle personne. C'est ça. Et évidemment, ça va prendre un sacré tournant. C'est un peu le trope du wish de génie qui a un twist pas cool. Ouais, le génie malveillant et le vœu qui dérape. Ouais. Qu'on connaît très bien. Ouais, qui perd le contrôle complètement. Ok, alors pourquoi, selon toi, sans spoiler, il faut voir ce film ? Moi, ce qui m'a marqué, et je pense ce pourquoi je le recommanderais, c'est d'abord l'image, la qualité visuelle du film. On voit l'inspiration Ari Aster, les plans sont bien construits, il y a une cinématographie, une gestion de la lumière qui est incroyable. La façon dont il positionne ses personnages, la façon dont ces personnages sont éclairés, c'est vraiment fait avec brio. Les acteurs sont pas connus, ça fait du bien de voir des nouvelles têtes, et ils sont vraiment très très bons. Pendant la séance, après la séance, on s'est fait la remarque que franchement ça aurait pu être cringe assez facilement, et qu'en fait c'est vraiment extrêmement bien joué, c'est crédible, c'est hyper intense, ça te prend aux tripes quoi, il y a un truc très viscéral dans l'expérience de ce film, qui s'est vu dans la salle, d'ailleurs la salle était hyper réactive, les gens riaient nerveusement. Voilà, il y a vraiment des réactions fortes pendant l'entièreté du film. C'est un film qui va vraiment jouer avec la gênance, le malaise, et des scènes en fait qui ont fait rire le public et qui nous ont fait rire, mais parce que c'est complètement absurde en fait. C'est des situations absurdes et des réactions des personnages qui sont absurdes. Ouais, qui sont complètement décalées avec la normale, entre grosses guillemets. Mais je pense ce qui me ferait le plus le recommander, c'est que c'est un film sur les relations abusives et sur les relations d'emprise, qu'il le fait avec de la finesse, avec de l'intelligence, et c'est pas un gros boomer de 60 ans qui a fait « Oh, regardez, c'est ça l'emprise ». Il y a quelque chose de plus intelligent sur le propos, de plus gris aussi, qui fait que moi, ça m'a vraiment parlé. Et du coup, c'est pour ça que je pense que je le recommanderais aussi. Oui, c'est un film d'horreur psychologique. En effet, la prémisse se passe un peu dans la violence autour du couple et dans le couple. Et c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion que, voilà, tous les deux, on a pu vivre des relations toxiques, voire abusives. Ça nous a rappelé... Et que ça aurait pu être un film déclic.
Voilà, on s'est dit en sortant, est-ce que si on l'avait vu à ce moment-là, dans ces relations-là, ça nous aurait fait un électrochoc ? Et on se serait rendu compte aussi de la toxicité de nos relations, parce que dans ce film, il y a un peu... Voilà, on en parlera notamment plus dans la partie avec spoiler. Vraiment, les pierres angulaires et toutes les phases progressives de la montée de la violence. Ouais, on a vraiment toute la panoplie des outils de l'emprise. Et dans les deux sens, avec les deux personnages. Oui, et puis les personnages sont très bien écrits. Ouais. Ça, et avec, en fait, les dialogues, c'est vraiment show don't tell. C'est pas... Ouais. Tu comprends pas forcément la narration est environnementale. Tu comprends la psychologie de Bear à sa manière de réagir, à son intérieur, à ses expressions, à la manière dont les autres personnages réagissent à lui. Et lui, il est pas en train de décrire « je me suis sentie comme ça parce que... c'est ça qui est très agréable. Ouais, et ça va dans le sens aussi de comment on nous raconte les aspects occultes, mystiques, qui sont présents dans le film et qui sont pas ou peu expliqués, et où c'est même un peu le jeu, justement, de se poser des questions sur qu'est-ce qui fait vraiment que ce vœu fonctionne. Est-ce que c'est un ordre divin ? Est-ce que c'est plutôt de la sorcellerie ? Est-ce que c'est de la possession ? Voilà, on a vraiment tout un flot de questions qui viennent s'alimenter tout au long du film et qui sont peu ou pas répondues. Oui, tu parlais de la lumière et de la mise en scène. La mise en scène est assez simpliste. Il avait moins d'1 million de budget. Donc il pouvait pas faire preuve d'une très grande technicité sur le tournage. Donc tu retrouves beaucoup de plans fixes à une échelle plus ou moins semblable, dans des décors qui reviennent, mais tu t'ennuies jamais dans la mise en scène. Non, c'est vrai qu'en termes de rythme, le film, il n'y a vraiment aucune perte de rythme. Tout du long, en fait, alors c'est dans les deux sens, c'est qu'à la fois on n'a pas de perte de rythme, et ce qui est assez... je me suis fait la remarque là sur d'autres films qu'on a vus récemment, où il y a un peu des espaces dans le film où le spectateur peut respirer parce que le personnage est safe. Par exemple, ça a été le cas dans Okum qu'on a vu, où il y a quelques moments très ponctuels qui nous permettent en tant que spectateur de dire ok, c'est bon, le personnage, là c'est bon, il va avoir 2-3 minutes de répit, donc nous en tant que spectateur on peut aspirer. Et là c'est pas le cas, il y a c'est toujours en suspens et c'est toujours sur le point d'exploser et d'être encore plus grave, parce que ça fait évidemment que escalader, et ce qui était du coup assez intense comme visionnage. Oui, et puis il y a une forme de minimalisme dans l'effroi, c'est que ce sont les situations et le jeu des acteurs qui va provoquer la peur, et la manière dont ils sont éclairés, plutôt que des grands effets. Et comme il y a un tout petit budget et que lui, il s'est refusé pour ce film-là à faire des effets numériques, c'est vraiment des effets pratiques. Et du coup, t'as toute cette inventivité, cet œil nouveau, en fait, ce mec qui arrive dans l'industrie du cinéma avec ce qu'il a appris de la débrouille sur YouTube avec des tout petits budgets, et qui le transpose tout de suite à un film grand public, on va dire. Et c'est vraiment incroyable. C'est notamment la lumière, moi, c'est ce qui m'a le plus plu dans le film. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a un personnage qui est éclairé, ou pas éclairé d'ailleurs, d'une certaine manière. C'est absolument sublime. Enfin, vraiment, si vous avez l'occasion, allez le voir au cinéma. C'est une très très bonne expérience. Nous, la salle était pleine, et ça vaut le coup. Enfin, vraiment, le jeu en vaut la chandelle. Tandis que pour Okum de Damien McCarthy, qu'on a vu aussi au cinéma, très vite, il a été déprogrammé. Le film a fait moins d'engouement. Il a moins fait full. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on s'est fait un peu la réflexion, tous les deux, on a adoré Okum. Parce que c'est de l'épouvante et de la hantise classique. Le film ne renouvelle pas vraiment le genre. Non, c'est très... Voilà, c'est des tropes très classiques, mais qui sont bien... Ah, c'est très efficace. Nous, sont bien adaptés, bien explorés. On a vécu des grands moments d'angoisse devant Okum. Tous les deux, on a eu peur. Moi, c'est un film qui m'est resté. Tandis que Obsession, je trouve qu'il fait quelque chose de nouveau. Et il parle de ce sujet-là spécifiquement, qui est aussi un sujet très important, lié à MeToo, quand même, et qui est l'absence de consentement dans la relation homme-femme, dont on parlera plus tard. Il en fait quelque chose de nouveau, et c'est très impactant, c'est viscéral, c'est assez râpeux à certains endroits. On l'a vu hier, et moi j'ai vraiment mis un temps à m'en remettre. De récupération, Vraiment, on était tous les deux un peu étourdis, un peu hagards. Alors, parce que ça fait aussi, je pense, écho à des expériences qu'on a déjà faites. Ça a résonné. Ça a résonné très fort. Et voilà, la musique notamment de Rob Buckwell, moi, je vais l'écouter en boucle. C'est vrai que, alors tu disais quoi, il y avait pas d'effet numérique, et du coup, ça se passe beaucoup autour du sound design. Qui est assez minimaliste, mais qui m'a rappelé un petit peu ces effets minimalistes dans Hérédité, avec cette espèce de lumière iridescente
Et là, on avait un petit peu ça, alors du coup pas visuellement, mais en termes de sound design, où il y a des effets comme ça qui accentuent l'intensité, et franchement ça marchait vraiment très bien. Et sur MeToo, un peu rigolo, mais parce que donc on a eu les bandes annonces avant la séance, et je sais plus que c'était un film français... de merde, avec Daniel Auteuil. Où un personnage fait la remarque, une personnage féminin qui fait la remarque « Ah, c'est à cause de MeToo que les hommes n'osent plus conclure », et juste après on a eu ce film, et j'avoue c'était un peu rigolo d'avoir un peu le commentaire de boomer quoi, sur qui comprend pas en fait ce que c'est ce sujet, et après un commentaire du coup plus fin sur ce que c'est ce sujet. C'était rigolo d'avoir ça m'a hérissé les poils dans deux sens. Cette bande annonce là franchement, on s'en fout quoi, comédie française comme on en a vu des centaines, la bande annonce est affligeante, et cette réplique là, moi ça me... je comprends même pas en fait comment on peut dire ça aujourd'hui à une ère où il y a autant de violences sexistes et sexuelles. Enfin voilà, il y a un viol, une tentative de viol toutes les 2 minutes 30, une femme qui meurt sous les coups de son compagnon tous les 2-3 jours. Comment tu peux écrire ça, grand public, et mettre ça... Et c'est vrai que du coup, l'interprétation après dans Obsession, et là je pense c'est là où c'est intéressant de voir cette nouvelle vague de jeunes réalisateurs, surtout autour des films d'horreur, où du coup on a beaucoup quand même, on a une relecture quoi, de tous ces tropes, et on a des personnages qui sont vraiment modernes en fait, et qui sont pas des espèces de dinosaures qui nous réinventent la même bouillie quoi. C'est très flagrant dans la manière dont les personnages genrés dans le film sont montrés. En fait, dans Obsession, c'est très minimaliste. T'as 4 personnages, 2 hommes, 2 femmes. On en parlera plus dans la partie avec spoiler, mais globalement, les mecs, y a rien à récupérer quoi. Et tandis que les femmes auront tendance à être victimes. De cette violence-là masculine. C'est vrai. Il y a plein de... Mais c'est vrai qu'on s'était fait la réflexion, des fois il y a un commentaire un peu sur l'inefficacité de la police et ou de la société d'aider justement les personnes qui sont victimes pendant ce qui se passe dans le film. Tel cas, moi j'ai vu récemment Babadook, où la police est complètement absente, jugeante de cette personne qui est en souffrance. En détresse. On avait la même chose dans Weapons aussi. Dans Barbarian. Dans Barbarian, voilà. C'est quand même un truc qui revient assez souvent, et là on est sur... il n'y a pas du tout ce commentaire-là, et du coup c'est vraiment c'est complètement centré sur ces 4 personnages. Ouais, c'est très minimaliste, quoi. Ça se passe dans presque une unicité de lieu, de temps. Mais là, voilà, je sens qu'on va commencer à spoiler et qu'on va pouvoir un petit peu y aller. On va faire un petit peu le déroulé du film et articuler la pensée. Moi, j'ai des choses dont j'ai envie de parler, notamment la notion de la culture incel, les nice guys, la friend zone, ce qu'on appelle le yandere, la limérance, les violences conjugales. Et c'est de ça dont on va parler dans cette deuxième partie. Je te propose qu'on y passe tout de suite. Okay. Look, you're so beautiful, and you are normal, but this isn't okay, Nikki. Do you like me? What? No. Do you like me? Do you even like me at all? Is Nikki? Does Nikki like me? Yeah. I'm your freaky Nikki. On va faire un petit peu le déroulé du film. Le film s'ouvre sur Bear, qui est dans un diner, en train de faire une très belle déclaration d'amour à une jeune femme que l'on voit. La déclaration d'amour qui est interrompue par son pote Yann, qui lui dit « Mec, t'es pathétique, il faudra jamais que tu lui dises ça. » Et tout de suite, on voit la personnalité de Bear, il a honte de lui. Il est très conscient de lui-même, il est angoissé, il s'excuse auprès de la serveuse, il lui dit « Oh là là, je t'ai mis mal à l'aise. » Elle dit « Mais non, c'était trop mignon, t'inquiète pas. » Et tout de suite, en fait, on a cette instrumentalisation des femmes dans la relation entre ces 2 hommes. C'est-à-dire qu'il lui dit « Bon bah c'est bon là, tu peux te casser. » Enfin vraiment, Yann dit à la serveuse « Voilà, c'est bon, on n'a plus besoin de toi, quoi. » Et elle est mise face à Bear comme une espèce de poupée, quoi, sur laquelle il peut se tester. Oui, c'est un mannequin test, en fait. C'est pas une personne, c'est un objet à ce moment-là, et elle est là que pour invalider, du coup, la vulnérabilité de Bear. Donc Yann, ce personnage, qui est joué par Cooper Tomlinson, donc le comparse de Curry Barker,
Tout de suite, on voit le personnage. Il lui dit « Mais est-ce que t'as déjà flirté avec Nikki ?» Parce qu'il est amoureux de Nikki, Bear. « Mais est-ce que t'as déjà essayé de lui faire des commentaires rabaissants, par exemple en lui rappelant son surnom quand elle se faisait harceler à l'école ?» Ouais, il lui donne que des mauvais tips pour qu'il se plante. Ouais, il lui donne que des mauvais conseils. Mais à ce moment-là, on n'a pas encore trop cette lecture-là. Il est un peu ambivalent. Il est à la fois encourageant et en même temps, il a les deux mouvements. Il est à la fois, il va la rabaisser, il va dire « Non, c'est nul ». Juste propose-lui un verre en fait plutôt que de lire tes sentiments et d'être vulnérable quoi. En fait il est ambigu, il lui dit il faut que tu y ailles, il faut que tu lui déclares tes sentiments. Mais ce que tu fais là c'est nul. Et à chaque fois que Bear propose quelque chose, qui lui dit ah bah peut-être que je peux le faire sur la Trivia Night, en fait il dit non c'est pas bien. Ouais. Donc en fait il s'interpose quelque part, il est très ambivalent vis-à-vis des sentiments de Bear pour Nikki. Mais voilà, et donc, c'est assez gris. Et Bear pour le coup on nous le présente vraiment comme un personnage sensible, vulnérable, qui est vraiment capable d'un panel d'émotions, introverti, qui est mignon en fait au début. Au tout début oui. Ensuite il rentre chez lui, le pauvre, son chat est mort. Terrible. Enfin là on a vraiment ce plan sur le cadavre du chat. Il comprend qu'il a pris les médicaments oxy de sa grand-mère. Enfin on voit en fait le nom Barbara. Son chat est mort, il pleure dans son lit, il nettoie, enfin c'est horrible. On a le title card du film Obsession, voilà, on voit que c'est un film fauché, c'est vraiment un mouvement de caméra qui va de bas en haut. Et en fait c'est cousu sur le lit. Voilà, c'est brodé sur le lit. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est allongé dans son lit, il est en train de stalker l'Instagram de Nikki. Il est vraiment en train de la regarder, quoi. Et il reçoit un appel de Nikki qui lui dit « T'étais pas là aujourd'hui, on comprend qu'ils travaillent ensemble. J'avais quelque chose d'important à te dire. » Donc lui, il est trop content, quoi. T'imagines que... Enfin, tu sais pas, il devait se dire « Oh mon Dieu !» Il y a tous ces espoirs qui d'un coup sont ravivés. C'est ça, et en fait, elle lui dit « Je vais quitter le boulot. » Donc ils vont plus se voir, voilà, elle va disparaître. Ça. Et lui, de base, il voulait pas sortir, il avait pris la journée pour lui tout seul, ce qui est pas trop réadressé plus tard dans le film, mais il y a quand même un sous-texte il est un peu en dépression, Bear, finalement. Enfin, il va pas très bien dans sa vie. Non, c'est un personnage, on comprend qu'il y a en fait que des amitiés qui vont pas. En fait, c'est pas vraiment des amis. Bah, dans sa vie, il a Yann, qui est le mec dont on a parlé, et Nikki. Et il a un job alimentaire, et c'est le seul qui a pas vraiment de projet. En fait. Les autres personnages s'inscrivent à des facs, ils ont des ambitions quoi, de jeunes de 20 ans. Lui, Nikki, elle veut pas écrire grand-chose. Un livre. Il y a quelque chose où les personnages expriment qu'ils sont pas satisfaits, et voilà, que cette situation elle est temporaire, parce que c'est des jeunes étudiants et tout. Lui, tu sens qu'il y a quand même un truc un peu plus dépressif et sombre. Bah d'ailleurs, chez lui, c'est sombre. Pendant cette conversation, Nikki fait tomber son cristal dans l'évier, quoi. Et donc, du coup, il va dans une boutique ésotérique pour lui racheter un cristal. Et il tombe sur une boîte, One Wish Willow, qui dit « Vous pouvez faire un vœu ». Et donc, du coup, il l'achète au départ pour Nikki, pour lui remonter le moral parce qu'elle a fait tomber son cristal. Et ensuite, il se rend à la soirée Trivia. Et à chaque fois qu'il essaye d'être seul avec Nikki, donc en fait, ils sont là avec Yann, donc le mec qu'on a vu au début, Sarah, qui est leur collègue, et qui est plutôt attentionnée envers Bear, d'ailleurs. Oui. Elle ah oui, c'est la seule. Elle l'écoute. Ouais. D'ailleurs, c'est à elle qui dit « Mon chat est mort », et elle le prend dans ses bras. Confier. C'est ça. Et c'est la seule qui est à l'écoute, qui fait attention à lui. Et en fait, elle a de l'affection. Après, qui a de l'affection pour lui. Ouais. Et à chaque fois que Bear essaye de parler à Nikki, Yann débarque. Ouais, il l'interrompt tout de suite. Il l'interrompt, il dit non, pas maintenant, ne le fais pas maintenant, voilà. Et finalement, Bear va raccompagner Nikki après cette soirée arrosée. Et elle se confie à lui, elle lui dit que voilà, elle arrête le travail parce qu'elle veut se consacrer à l'écriture de son livre, qu'elle ne ressent pas d'amour et qu'elle a besoin de ressentir de l'amour pour écrire son livre. Il lui dit « Ah oui, tu écris une romance ?» Et elle dit « Non, j'écris une histoire d'amour. » Il dit « Mais c'est pas la même chose. » Et je trouve que ce dialogue est déjà très parlant sur la vision de l'amour des deux personnages, où pour moi, Nikki, elle a une vision de l'amour comme ce que c'est. C'est-à-dire, pour moi, la romance, c'est la superficialité. C'est tout ce qui est facile dans l'amour. Ouais. Tu vois, c'est le romantique. Tandis que l'amour, une histoire d'amour, un couple, bah, c'est aussi des difficultés, c'est aussi du travail, ça peut aussi être de la souffrance. Et donc, du coup, j'ai trouvé que dans ce petit dialogue, il y avait déjà un peu les prémices de ce qui allait un peu se passer par la suite. Ouais. Oui, puis il y a déjà un peu un truc aussi il est pas à l'écoute d'elle. Tu vois,
en fait, ce qu'elle dit, c'est pas très important pour lui. Et tu vois, il va pas creuser, il va pas s'interroger. Ce qui compte avant tout, à ce moment-là pour lui, c'est son incapacité à lui dire ce qu'il ressent pour elle. C'est pas tant ce qu'elle a à dire, vraiment. Tu vois qu'il l'idéalise à mort. Oui, ouais. Mais qu'il la connaît pas, en fait. Quelque part, ouais. Donc à ce moment-là, il essaye de lui dire j'ai un cadeau pour toi. Elle dit ça me met mal à l'aise, machin. Ils sont dans la voiture, il la c'est raccompagne gênant. On a chez déjà un elle. truc un peu gênant, ouais. Malaise à mort. Et en fait, il arrête pas de lui dire attends, j'ai quelque chose à te dire. Non, rien. Attends, j'ai quelque chose à te dire. Non, rien. Et un peu excédée, elle finit par lui dire bon, est-ce que tu m'aimes bien ? Parce que si tu m'aimes bien, c'est le moment de me le dire. Et là, il se débine totalement. Il dit non, notre amitié est importante pour moi. C'est vraiment une bonne amie pour moi. C'est ça. Ouais. Elle dit ok, bon bah voilà, et elle rentre chez elle. Et elle avait pas du tout l'intention de continuer la soirée avec lui. Elle exprimait clairement qu'elle avait hâte de rentrer chez elle, de se coucher et que ça la saoulait, quoi. Ouais. Et lui se retrouve seul dans sa voiture, il s'en veut, parce qu'il avait l'occasion enfin de lui dire oui, je suis amoureux de toi, j'ai envie d'être avec toi. Et il se rend compte qu'il est incapable complètement. C'est ça. Et il attrape le One Wish Willow, et il fait ce vœu, j'aimerais que Nikki m'aime plus que n'importe qui au monde. Il le brise. Ouais, et tu vois, ce truc-là, ça m'a vachement ramené à Weapons, de la branche d'arbre qu'on brise. De la sorcière de pour Gladys. Envoûter. Oui. Ouais. C'était vraiment ce même trope de... En fait, et ce qu'ils le disent après, c'est que le One Wish Willow, à l'intérieur, c'est une branche d'arbre. Et que tu casses. Ah oui, Willow Tree, c'est un sol pleureur. Exactement. Et je trouvais... Voilà, c'était... Je sais pas si c'était intentionnel ou quoi. Comme, ouais. Et en tout cas, il adore Zach Crager. Ouais. C'est Curry Barker. Et il en a parlé, c'était une de ses inspirations évanouies. Donc, Et c'est vrai qu'à partir du moment où voilà, on a donc il y a un petit bruit quand même quand il ouvre dans la boîte, il y a un peu comme dans les lettres d'anniversaire. J'adore. Une petite musique horrible. Mais grinçante. Ouais, un peu grinçante, un peu gênante. Et après voilà, ça s'arrête et après il casse, il fait son vœu et là. Et là en fait, elle réapparaît comme par magie sur son perron. Et en fait, elle apparaît que en tant que silhouette à ce moment-là. Et c'est là que ça commence. La manière c'est qu'en fait, elle éclairée. n'est plus éclairée. À partir de ce moment-là, quasiment, elle va être très rarement éclairée. Et ça va devenir qu'une ombre. C'est ça, l'ombre d'elle-même, en fait, finalement. Et elle insiste pour qu'il la ramène chez lui. Lui, il lui dit, mais non, t'allais rentrer chez toi. Et en fait, elle est entre deux eaux. Entre elle veut être avec lui, et en même temps, elle veut pas trop. C'est assez bizarre. Tu sens qu'il y a une espèce de ambivalente à l'intérieur d'elle-même, et qu'elle a plus de codes sociaux. Elle paraît presque confuse. Et il y a vraiment ce moment, elle rentre dans sa voiture et elle se penche en avant et on ne voit que ses cheveux qui sont éclairés. Elle a le visage totalement dans l'ombre. Et elle dit, voilà, mon père a un cancer, il va mourir, ça m'affecte, c'est terrible. Il la ramène chez lui. Et quand il la ramène chez lui, elle lui demande, est-ce que tu peux dormir avec moi Ouais, en fait, c'est ça que j'ai trouvé fin dans l'écriture des dialogues. C'est que dès le début, donc lui, il se rend compte qu'il y a un truc bizarre. Mais, donc, sa perception et notre perception en tant que spectateur, on est en mode, est-ce que c'est le vœu qui s'est réalisé et effectivement elle est envoûtée et voilà, elle est là, ou est-ce que effectivement elle va pas bien, elle se rend compte qu'elle va être seule. Les deux sont crédibles en fait, les deux histoires sont crédibles et au début on sait pas trop sur quel pied danser quoi. Mais lui surtout a envie de croire qu'elle veut passer du temps avec lui. Ouais. Il pourrait quand même s'interroger un peu plus, mais tu sens qu'il a envie d'y croire, qu'elle a envie de... Mais il est quand même dans la lutte de dire non, t'as trop bu, il faut que tu rentres chez toi, c'est pas raisonnable, c'est bizarre, t'agites bizarrement, t'es je t'ai jamais vu agir comme ça. Oui, voilà, il conscientise quand même les trucs de c'est chelou. Même pour lui, même alors que c'est ce qu'il veut, c'est déjà trop. Ouais, c'est vrai. En fait, là, on a vraiment une espèce de musique très atmosphérique, un peu synthwave. Et quand ils s'embrassent, d'un coup, elle a un moment de recul de what the fuck. Et là, il y a vraiment le bruit d'un jumpscare, quoi. Blam, comme ça. Et là, tu sens... En fait, pour moi, c'est vraiment la manifestation de l'angoisse de Bear. Il a son rêve qui est en train de se réaliser, c'est-à-dire il a Nikki en soutif dans son lit, qui lui demande si elle peut l'embrasser. Elle dit non, j'ai vu quelque chose, j'ai cru voir quelque chose, je fais une attaque de panique. Et du coup, lui se couche par terre. Et t'as vraiment cette espèce de... À la fois, c'est très doux, et à la fois, c'est très effrayant, en fait, ce qui se passe. Pour lui. Et quand il rentre, quand il va au magasin le lendemain, parce qu'ils travaillent tous ensemble, il y a Yann tout de suite qui lui dit alors, tu te l'es tapé, t'as couché avec elle, machin, lui dit non. Et il lui dit mais est-ce que tu crois qu'elle reprend de la drogue, qu'elle reprend de la MDMA?
bon, on comprend que Nikki, à un moment, elle a dû prendre de la D. Ouais, et que ça pourrait expliquer son comportement étrange. C'est ça. Ouais. Donc lui, il dit non, son père est mort, enfin son père est en train de mourir d'un cancer, il dit mais elle s'en fout de son père, pourquoi est-ce que d'un coup ça devient un sujet Et tu vois que de l'extérieur, on ne comprend pas pourquoi d'un coup ils arrivent ensemble au travail, et elle commence à fixer Elle Bear. le fixe, ouais. Vraiment. Ouais, où ils se mettent dans, une espèce, dans le bureau, quoi, Ouais, dans la qui est réserve. proche, et elle les fixe du début à la fin, Ouais. d'un dialogue assez long, hein, de 5-6 minutes. On quand a même. vraiment les acteurs au premier plan, et derrière la silhouette de Nikki qui les regarde parler. Immobile, complètement. Et en fait, t'as un champ contre champ entre Bear et Yann, et derrière Yann, il y a une espèce d'ombre en fait. Et c'est une forme presque humanoïde, Ouais. mais à peine décernable. Et ça, tu vois, c'est que des astuces comme ça de mise en scène de rien du tout. On va accélérer un petit peu, mais elle se rend sur le pas de sa porte le soir même, dans une jolie robe rouge. Et là, elle est pratiquement totalement dans l'obscurité, on ne voit pas son visage, on voit ses yeux qui On voit brillent que 2 points de lumière dans Ouais. ses yeux, comme un loup. dans le noir. Comme un loup ou un chat qu'on verrait que dans l'obscurité C'est grâce à ça. ses yeux. Ouais. Très 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 bel éclairage, hein. Vraiment magnifique mise en scène. Et donc là elle lui dit, voilà, je suis amoureuse de toi, est-ce que toi t'es amoureux de moi? Et là on a le montage comédie Ouais. romantique où ils sont ensemble. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et lui ne se pose pas plus de questions que ça. Lui il a son rêve qui se réalise Ouais. à ce moment-là, Bear. En tout cas, il éteint cette voix-là très vite. Peut-être qu'on peut faire un petit topo sur la limérance ou on le fait à la fin. Bah vas-y. On va parler en tout cas des sentiments de Bear et de pourquoi c'est pas vraiment de l'amour en fait, ce qu'il ressent pour elle. La limérance, c'est un concept psychologique qui a été développé par Dorothy Tenoff en 1979 et elle décrit ça comme un sentiment d'obsession amoureuse pour une personne qui ne réciproque pas. Elle parle de ce sentiment comme de l'idéalisation, de la projection, avec des mécanismes proches de l'addiction. Ça provoque des sentiments d'euphorie chez la personne, notamment lorsqu'elle est proche de l'objet de son affection, mais aussi une intense souffrance et des effets de manque. Et elle fait vraiment la différence entre la limérance et le sentiment amoureux, qui ont des symptômes très proches, dans le fait que dans la limérance, il y a quelque chose d'impossible et l'individu sait que c'est impossible. Et c'est pas vraiment de l'amour puisque la relation n'est pas réellement profonde, elle n'est pas vraiment réciproque, elle n'est pas vraiment partagée. Et elle décrit un petit peu les symptômes qui sont des pensées intrusives et obsessionnelles sur l'être aimé, un désir intense de réciprocité, des rêveries et des imaginations intenses de la relation qui prennent le pas sur le réel. En fait, la personne est beaucoup dans sa tête et c'est ce qu'on voit pour Bear en fait. Il passe tout son temps à imaginer être en relation avec elle. Une intensification des sentiments malgré l'absence de réciprocité. C'est ce qui se passe pour Bear, parce qu'on comprend qu'ils se fréquentent en fait depuis le lycée. Là, ils sont jeunes adultes, il n'y a eu jamais aucune réciprocité, mais ça ne le calme pas. Lui, il s'accroche à elle, il continue de s'accrocher à elle, et le reste de la vie du sujet perd de son sens. En dehors de la relation limérante, l'individu ne ressent pas grand-chose. Il y a un désintérêt pour les autres relations, il n'y a pas de hobby, la personne a du mal à se mettre au travail, etc. etc. Et donc, selon Dorothy Tenoff et les cliniciens, il y a 50 à 60% de la population qui a déjà vécu de la limérance. Est-ce que toi, ça te parle ? Non, c'était pas tant ce sujet-là, je pense, qui m'a touché. Ouais. Et c'est vrai que j'ai découvert du coup ce terme de limérance. Je crois qu'on en avait parlé quand on avait vu Companion. Oui, déjà. Oui, qui est très proche on de a Obsession. mis un peu en relief avec ce film-là, où en effet, en fait, c'est pas de l'amour, et on nous explique pourquoi. Il disait que 50% des femmes Ouais. avaient déjà expérimenté ça et 35% des hommes. Ouais. Personnellement, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Je l'ai vécu enfant, beaucoup, adolescente. En fait, c'est un peu comme une relation parasociale. Ouais. Parce que c'est une relation que tu vis dans ta tête et du coup qui est sécure et tu t'y accroches parce ça peut toujours devenir vrai, on sait jamais. Et du coup, tu ne passes pas vraiment à autre chose. Tu restes bloqué. Ouais. C'est un blocage, quoi. Oui, en fait, c'est ça que j'ai bien aimé dans le film, c'est que justement, peu importe la gravité du réel et à quel point le réel va venir écraser ces pensées-là, ce rêve, malgré tout, tu vois que ça va se résorber, enfin ça va être effacé, ça va être recouvert par le rêve, et que voilà, et dans le film, c'est ce qu'on voit, c'est qu'en fait, peu importe la gravité de ce qui se passe, alors qu'il y a des trucs terribles, ça va toujours être son envie d'être avec elle qui est plus fort. Ouais, qui va primer sur le réel.
Ok, donc après ce petit montage de comédie romantique, on va avoir une nuit qui va ne pas se passer très très bien. Et ça, c'est une scène extrêmement drôle, je trouve. Il se réveille dans la nuit, elle n'est pas à côté de lui, et il scanne un petit peu le noir de la chambre, il voit une silhouette. Et là, vraiment, Indy Navarrete, excellente actrice, elle est tellement creepy. Elle lui dit « Je te regarde dormir, t'es tellement mignon quand tu dors. Je n'aime pas mes rêves. » Et elle parle sur ce ton un petit peu enfantin. Un petit peu mignon, naïf. Ouais. Et en même temps, elle lui dit rendors-toi. Ouais, rendors-toi. avec une autorité, une violence. Avec une voix un peu distordue, monstrueuse, mais pas vraiment. Et lui dit mais qu'est-ce que tu fais ? Mais viens te coucher, tu portes... Enfin, il lui demande tu portes mon pull, elle dit oui, il sent comme toi. J'aimerais te porter comme un pull. Et ça, tu vois, c'est toujours jouer sur ce qu'on peut se dire quand on est amoureux de quelqu'un. Ouais. Tu vois, ouais, j'ai envie d'être à l'intérieur de toi, de porter ta peau, de sentir ton odeur. C'est ça. Mais là, qui prend un twist morbide. Ça. Et elle commence à s'approcher du lit, à marcher d'une manière très désarticulée. Et là, tu retrouves un peu les codes de cinéma d'horreur, et notamment de la possession. Ouais. Elle marche d'une manière saccadée, monstrueuse, et là, tu te dis, ok. Enfin, vraiment, là, il y a quelque chose d'autre dans son corps. Ça ne va pas. Et c'est plus une humaine, en fait, à ce moment-là. Et elle se met à hurler. Enfin, vraiment, c'est terrorisant. Cette scène est terrifiante. Ce qui m'a marqué et qui revient dans tout le film, c'est qu'à chaque fois que, justement, elle a un de ces épisodes où elle fait des trucs vraiment bizarres, gênants, voire complètement flippants, son réflexe, ça va jamais être comme d'un partenaire normal qui aime sa partenaire. Là, par exemple, tu vois, de se lever, d'aller la chercher, peut-être qu'elle fait un mauvais rêve, qu'elle a fait parce qu'elle lui a dit qu'elle faisait des crises de panique, qu'elle vivait un truc dur avec son père et tout, et son réflexe, c'est pas de se lever, de la prendre, de dire ça va aller, on va se coucher et tout. Son réflexe, c'est d'être immobile dans son lit et de lui dire non mais vas-y, reviens. Et il est toujours dans cette distance où tu comprends bien qu'en fait c'est jamais une relation et c'est jamais de l'amour, et que c'est vraiment... Il s'occupe pas d'elle en fait, ouais, il la rassure pas. Et d'ailleurs il s'est saisi de ce mensonge de son père, du cancer, de la MDMA, pour excuser en fait, mais il ses sait comportements, déjà, ouais. Il sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais, c'est ça qui est assez fin, c'est qu'il y a, dans son esprit, il y a cette lutte aussi. En fait, tu comprends que ça l'arrange qu'il y ait cette histoire de drogue, qu'il y ait son père, parce que ça rend le truc plus facile à masquer aux autres et à accepter pour lui. Ouais, tout à fait. Le lendemain, il se lève, lui va au travail, elle reste à la maison, ils ont pas les mêmes jours. Et lui dit t'étais trop bizarre hier soir. Ça, j'aime beaucoup cette manière que Bear a d'aller dans le conflit. C'est qu'en fait, il n'y arrive pas. Il dit les choses, mais d'une manière toujours détournée. En fait, il est très lâche comme personnage. Ah oui, il va toujours fuir la confrontation. Oui. Et c'est vrai que cette scène, elle est incroyable parce que donc il lui dit voilà, je veux que tu sois normal, je veux que tu arrêtes d'être... Enfin voilà, en fait, il veut déjà changer son comportement. Ouais, la contrôler. Alors, ce qu'il a à s'entendre, parce qu'effectivement, c'était hyper flippant et hyper bizarre, mais la façon de le dire est hyper bizarre. Et après, donc, il se prépare à partir pour sa journée. Et donc, il y a déjà cet épisode de, ok, s'il dérape, elle est agressive, violente, et du coup, ça le terrifie. Donc, il va essayer de fuir ça. Et il tombe devant la porte qui a été scotchée par vraiment des kilomètres et des kilomètres de scotch. Pour pas qu'il parte. Et plutôt que de réagir à dire mais pourquoi t'as scotché la porte, je peux plus sortir et tout, il va forcer sur la porte. Elle lui dit si t'arrives pas à ouvrir, peut-être tu que peux rester. Ouais. Il va dire non c'est bon. Non j'y vais. Elle lui dit je veux pas être séparée de toi aujourd'hui, peut-être que je pourrais passer au magasin. Là on commence à retrouver les prémices de ce dont on parlait, la dépendance, mais même voir une forme de violence conjugale qui est l'impossibilité de... Oui, il pourra plus être seul. D'être séparé. Ouais. Et dès qu'il va partir, elle va commencer à péter un plomb. Ouais, elle le snipe dès qu'il essaie de s'éloigner physiquement. Et à ce moment-là, donc, il sort. Elle lui a préparé un sandwich. Ça, c'est très, très important. Et sachant que lui, il a perdu son chat au début du film, on l'a pas dit, mais dès la première nuit, elle a sorti le cadavre du chat, et elle a fait une espèce de mausolée bizarre dans la cuisine. Enfin, il y a déjà un truc avec les cadavres, quoi. Elle a un rapport à la mort qui est bizarre. On a ce plan fixe sur elle. Il vient de fermer la porte,
Et elle a ce sourire qu'elle fait, où il lui a dit non, ne fais pas ce sourire, c'est trop creepy, un sourire figé mais véritablement terrorisant. Tout son visage est tordu, elle ne se ressemble plus à elle-même. Et elle reste fixée comme ça dure plusieurs secondes. Et la caméra descend le long de son corps et en fait elle est en train de se pisser dessus. Ouais, elle existe plus, en fait. Tant que l'objet de son amour est pas là. En fait, ça peut être vu comme le film de possession callback à l'exorciste où la petite fille pisse sur le tapis. Ça peut être vu comme les animaux de compagnie qui sont laissés par leur maître et qui du coup font leurs besoins sur eux de stress. Ou ça peut être vu comme en fait elle a pas de contrôle sur son corps et il y a quelque chose qui se relâche, quoi. Moi j'ai eu un peu cette lecture presque d'un automate où en fait tant qu'il y a plus l'objet de ce pourquoi il a été programmé, il a plus rien à exécuter, en fait. Elle a plus de vie indépendante de Bear. Tout à fait. Pendant cette journée-là, lui, il va travailler, il parle un petit peu à Sarah, dont on a déjà parlé. Elle veut rentrer dans une école d'art. On sent qu'elle est un petit peu amoureuse de lui. Enfin, elle le confronte un petit peu sur Nikki. Elle lui dit c'est bizarre que vous commenciez à dater comme ça. C'est pas... It's not dating, it's super dating. Enfin, c'est ce qu'elle dit. C'est trop. Voilà, elle lui dit mais ta bouffe, elle a une drôle d'odeur. Et en fait, il se rend compte qu'elle lui a mis son chat à manger, son chat mort. Il vomit dans la poubelle. Enfin, vraiment, rien ne va. Et il va direct normaliser, masquer et dire... genre quand elle lui dit t'es mon chef critique à moi, qu'est-ce que tu penses du chat, point d'interrogation, et il va dire non, c'est une private joke, c'est une blague entre nous. Oui, il cache en fait, comme les victimes de violences conjugales cachent à leur entourage, c'est ça. Et ont tendance à minimiser les signes et à les normaliser. Dire non, il va toujours expliquer, cacher, mentir pour pas que ça existe. Ouais, c'est vrai. Il rentre. Il me semble qu'il appelle la hotline. Oui, d'abord il arrive chez lui, c'est ça, et il se dit quand même Oui, il se regarde dans le rétroviseur, il dit « Nikki, I'm very upset. You can't cook the cat. » Il est vraiment en train de répéter la dispute, quoi, parce qu'il faut qu'il lui dise que c'est pas possible, en fait. Et qu'il est incapable. Et il récupère le bâton, le One Wish Willow, et il appelle la hotline qu'il y a dessus, il dit, et là il tombe sur une voix, c'est vraiment la hotline de The Substance, quoi. Même vibe. Ouais, un mec qui fume des joints dans sa chambre et qui répond à une hotline d'une industrie, quoi. D'ailleurs, c'est Curry Barker qui répond à ce moment-là, et il dit, est-ce que je peux altérer mon vœu ? Ils disent non, mais est-ce que vous souhaitez l'annuler ? Est-ce que vous souhaitez remplir une demande d'annulation ? Il dit oui, il fait non, mais vous pouvez pas. Et il dit... Et il pose la question à la hotline, il dit « Est-ce que c'est vrai ?» Et là, il lui dit « Est-ce que tu veux parler à Nikki ?» Et on entend une voix de femme qui hurle dans le combi. Des cris de damné, ouais. Donc là, tu te dis « Ok, il a suffisamment d'éléments. » D'ailleurs, il lui dit « Tu ne peux pas annuler le vœu. Mais la seule manière pour que ça s'arrête, c'est que tu dois mourir, en fait. » C'est jusqu'à ce qu'il meure, ouais. Voilà. Tant que toi, tu en vis, le vœu aura un effet. Et donc du coup il raccroche complètement paniqué, et là en fait c'est bon, il a la confirmation que quelque chose ne va pas, que c'est surnaturel, elle est trop bizarre, elle lui fait manger son chat, tout le monde à l'extérieur lui dit ça ne va pas, elle n'est pas elle-même, mais il continue. Ouais. Moi j'ai bien aimé cette scène là, et on voit qu'il y a quand même, il y a effectivement un truc où, un peu comme dans Weapons, où le personnage est dans sa voiture, et dans le fond, qu'est-ce qu'on voit, c'est l'entrée de la maison où elle se trouve. Et à tout moment, moi pendant tout le film, je me suis dit, en fait, à tout moment, elle va le retrouver dans sa voiture, ouvrir la porte et le sortir. Et alors, il subit jamais de violence physique. Il subit d'autres formes de violence. Mais malgré tout, en tant que spectateur, on a toujours ce truc, on sait qu'elle va arriver. Il va y avoir une intrusion. Elle est aussi omniprésente, même quand elle n'est pas physiquement là. Ouais, tout à fait. Il rentre chez lui, elle est exactement dans la même position que là où elle l'attendait, sauf que là, elle s'est vomi dessus. Ouais, vraiment, elle s'est chiée dessus, vomi dessus, elle est couverte de fluide. Ouais, c'est l'enfer. Et dès qu'il arrive, elle se jette sur lui pour le prendre dans ses bras, et lui... Il est en mode, mais qu'est-ce que c'est ? Elle va prendre sa douche... Et il lui dit « Je vais aller à la soirée de Ian, mais tu peux pas venir parce que c'est une soirée entre mecs. » Et elle pète un câble. Vraiment, elle est en train de prendre sa douche, elle commence à taper. D'abord, donc il lui dit pas face à face pour le chat. Il lui dit quand elle a fermé la porte de la douche, et il lui dit
Je suis vraiment pas content pour le chat et il dit oh, ok, I won't do it Ok, again. honey. Je le ferai plus. Ouais, avec comme une si voix c'était toute mignonne, rien. voilà, et c'est réglé. Et après, voilà, ça part en embrouille sur il veut faire une soirée sans elle. C'est un problème. Ah oui, bah il peut pas. Et c'est pas possible. Il peut pas partir sans elle, il peut pas la laisser. Ils vont à la soirée de Ian, du coup, où il n'était pas invités tous les deux. Et là, une des scènes les plus malaisantes du film, en fait, elle est devenue incapable d'être normale en société. Ouais. Ils font une espèce de jeu à boire et elle ne supporte rien, en fait. Elle ne supporte pas de ne pas être assise à côté de lui. À un moment, il tire une carte qui est « tu dois embrasser la personne à sa gauche ». C'est Sarah. Elle pète un plomb, elle lit un extrait du livre qu'elle est en train d'écrire, et c'est une espèce de reponte du mythe de Hansel et Gretel absolument version inceste, morbide. C'est l'enfer. Et en fait, elle met tout le monde mal à l'aise à cette soirée. Enfin, les gens sont sidérés. Bear est complètement figé. Enfin, il est pétri d'angoisse. Et elle semble revenir à elle. Et elle hurle « c'est pas moi !» Et elle attrape une bouteille. Une bouteille. Et elle se la brise sur la tête. Et elle se fracasse avec. Et là, vraiment, on se dit « ok, enfin là, il faut qu'ils réagissent. » Ouais, et là, on se dit « ok, le groupe, les individus, ce groupe d'amis va... Ils vont faire quelque chose. Ils vont faire quelque chose, ils vont intervenir, ils vont au moins l'emmener aux urgences et tout. Et en fait, non, c'est que Bear et elle qui partent en voiture à deux pour aller à l'hôpital. On comprend que même à l'hôpital, ils se font recaler. Non, c'est pas ça. En fait, on a une scène vraiment, c'est filmé de très loin. Ouais. Et en fait, on voit Bear qui négocie avec quelqu'un du personnel de l'hôpital et elle qui est dans la voiture. En fait, tu comprends qu'elle veut pas se faire soigner. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai compris comme ça. Okay. Qu'il essaye de négocier et elle veut pas, ils peuvent pas la forcer, en fait. Ils rentrent chez eux, ils vont dormir. Et dans la nuit, à un moment, il se lève parce qu'il reçoit un message de Sarah lui disant « retrouve-moi au parc ». À 3h30 du matin. Et en fait, elle lui dit « Bear ?» Il dit « oui ». Elle dit « ne la réveille pas, elle dort, mais tue-moi, je t'en supplie, tue-moi ». Et là, vraiment, on a ce plan sur Bear qui dit « mais c'est si terrible d'être avec moi ». C'est ça qui est fou, c'est que plutôt que d'avoir un truc de choc, de se dire « ah oui, ok, en fait, la vraie Nikki est encore à l'intérieur ». Et elle me parle, ce premier truc, c'est en mode « mais en fait, c'est moi le problème, quoi. » Tout revient à lui à chaque fois. Et tout revient à son envie qui serait pas légitime parce que ce serait trop dur. Enfin, ouais, il y a quelque chose de... Et là, c'est là où pour moi ça a switché. Et où, avant cette scène-là, j'avais peur. Enfin, voilà, il y avait de l'angoisse et tout. Et après, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est vraiment un connard fini. Il n'y a aucune once de rédemption possible pour lui. Et j'ai envie qu'il souffre. Mais t'as plein de scènes en fait qui te font comprendre qu'elle est là sans être là. Ouais. Et notamment cette scène de sexe très rapide, qui est absolument terrible, glaçante, où ils sont en train de coucher ensemble et elle regarde dans le vide, quoi. Ouais. Elle est pas là. On s'est posé la question de, en fait, est-ce qu'elle est dans son corps, témoin de tout, elle sent tout, mais elle n'a pas le contrôle, ou est-ce que son âme est ailleurs et que parfois elle revient dans son corps, on savait pas trop. Mais le plus glaçant, c'est qu'elle soit témoin de tout, qu'elle voit tout et qu'elle ne puisse rien faire. Ouais, mais je pense pas, parce que justement le retour, quand elle arrive à reprendre vraiment très ponctuellement le contrôle de son corps, c'est des chocs à chaque fois, elle comprend pas, elle regarde autour d'elle, elle scanne ce qu'elle voit autour d'elle et elle réalise, tu vois. Donc pour moi, mon interprétation, c'était qu'elle était pas là et qu'elle était genre en enfer en train de hurler. Parce qu'on a la outline, tu veux lui parler, elle hurle en continu de terreur. Moi, ma lecture, c'était justement, elle est en enfer à ce moment-là, et il y a autre chose qui prend sa place. Ah non, mais c'est glaçant. Mais ce qui est aussi terrible, en fait, je pense que tout est terrible globalement pour elle. Et c'est encore une scène où elle est... En fait, j'ai trouvé que dans la mise en scène, c'était très intéressant, parce que dans un autre film d'horreur, cette scène de elle allongée, qui lui dit « tue-moi, je t'en supplie », ça aurait été tourné autrement. Enfin, il y aurait eu un gros plan sur ses lèvres qui disent, où tu vois, il y aurait eu quelque chose. Et en fait, là, on voit sa forme à elle allongée dans le noir. Et en fait, c'est fixé sur Bear et sur sa réaction à lui. Tu vois, en fait, il pâlit de minute en minute. Mais sa conclusion de ce dialogue qui est « tue-moi, je t'en supplie, enfin, libère-moi », c'est non, je vais trouver une solution. Ouais, il va pas le faire.
Et c'est horrible, enfin vraiment Ouais. l'égoïsme de ce personnage. Ouais, c'est là où en fait, il préfère la garder dans cette prison que Ouais. toutes les autres options Ouais, de la tuer, de se tuer lui. c'est ça. Mm. Il retrouve Sarah dans la voiture, Ouais. qui l'informe que en fait Ian et Nikki couchent ensemble depuis 2 ans, on and off, qu'ils sont pas en couple. Mais Et voilà, du coup, tu qui te rends compte Et en tu fait, comprends du coup pourquoi Ian était aussi en Ambivalent. opposition Mm. sur le fait qu'il avoue ses sentiments. Au début, tu pouvais te dire, ok, peut-être qu'il a peur que ça nique la dynamique de groupe, enfin, tu sais, que ça, Ouais, voilà, que ça endommage ce cercle. Tu te dis, bon voilà, il y a peut-être d'autres enjeux, et là tu comprends, ok, en fait non, il voulait juste continuer à se la taper, Mm. et il voulait pas que qu'ils sortent ensemble, en qu'il fait. y a un obstacle en fait, Voilà, tout il voulait pas simplement. d'obstacle. Mm. Et tu comprends qu'il y a, en fait, que du coup, ils sont pas amis, en fait. Oui, et puis c'est intéressant parce qu'elle dit Yann pense que Nikki fait tout ça pour se venger de lui. Et en Ouais. fait, t'as vraiment ces 2 hommes Ouais. qui se pensent au centre de tout, Mm. qui pensent qu'en fait, les femmes, tout ce qu'elles font, c'est C'est par rapport à eux. C'est ouais. par rapport à eux, et ça, Ouais. je trouve ça très, très, Mm. très, très fin, quoi. Et là, vraiment, c'est cette scène dans la voiture où on sait, en fait. ce qui va Oui, se passer. bah, Enfin, on nous l'a l'attend. vendu pendant tout le film, Bien où sûr. on nous montre un personnage seul dans sa voiture, Ouais. on nous montre l'extérieur obscur, le C'est danger, Ouais. on sait que ça va se produire, et là, ça se produit. Ouais, ça se produit. Euh, Nikki surgit Mm. de nulle part. Elle utilise une brique pour fracasser la fenêtre. Elle la met sur le volant. Elle attrape Sarah et elle lui éclate la tête. Ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Vraiment, ouais. ça dure très longtemps. T'as que le son des os en fait qui se craquent sur la brique. Le visage de Nikki est complètement obscurci par ses cheveux. Elle dit Oh non, non, my love, I did this for you. Et vraiment, elle lui dit c'est toi C'est toi qui l'as voulu, tu es c'est ta responsable. faute. Ouais. Encore une fois. Avec une voix toute douce, toute Ouais. mignonne de « Oh non, sois pas triste, Mhm. c'est normal, c'est toi qui l'as voulu. C'est comme ça en fait. Je l'ai fait pour nous. » Ouais, Ça, ouais. c'est un grand. La version de la comment dire, culpabilité. Ouais, une grande. Comment on appelle ça ? Un grand levier des violences conjugales. C'est l'inversion de la culpabilité. C'est vraiment l'agresseur qui fait penser à sa victime que la victime est responsable. ouais. Et l'oscillation entre douceur, violence, Ouais. douceur, violence. Et ça, vraiment, on le retrouve très très fort. Colère, calme. Ouais. Et Bear réaction qui, excessive, pendant toutes ces scènes, Bear qui est soit pétri de terreur, Mm. soit voilà, il est toujours paralysé, il est toujours passif. inactif, il est toujours passif. Mm. Quoi qu'il se passe, il est toujours en retrait, en repli, Mm. et il est jamais acteur, sauf du coup le lendemain de cette scène Hmm. où il se rend. Attends, j'ai pardon, juste une t'as quelque chose anecdote. avant, vas-y. J'ai juste une toute petite anecdote du tournage Ouais. et des Ah oui. galères qu'ils ont eues. Vas-y. Où j'écoutais une interview de Kiri Barker qui parlait de cette scène, justement, la grosse scène dans la voiture, où il disait qu'en fait c'est une fenêtre en sucre Mm. qu'ils avaient. Ils en avaient 3. La première fenêtre a cassé parce que l'équipe de déco l'a cassée en l'amenant sur le lieu du tournage. La deuxième fenêtre, ils ont fait la scène, ça n'a pas du tout cassé comme il fallait, c'était ridicule. Donc ils se sont retrouvés avec cette troisième fenêtre en mode, bah, ça se trouve, en fait, on ne va pas pouvoir avoir cette scène. Et donc du coup, l'actrice a frappé de toutes ses forces. Et donc du coup, la scène qu'on voit dans le film, c'est un one-shot, c'était le shot de la dernière chance. Et je trouve ça incroyable, en fait, comme petite anecdote. Ouais. J'adore ces anecdotes de galères de tournage fauchées, quoi. Mm. Donc tu disais que Bear est complètement passif, Ouais. sauf après cette scène. Bah en fait voilà, elle lui dit je vais m'occuper du corps. Donc bon, on se dit elle va le faire disparaître pour pas qu'il se fasse choper éventuellement par la police. Je me suis posé un peu moi la question de est-ce qu'à un moment on va partir dans un truc parce que quand même leur comportement ça se remarque quoi, qu'à un moment c'est bizarre. Il y a un corps qui disparaît, des gens qui disparaissent, voilà, ça attire de l'attention. Donc je me dis à un moment peut-être il va y avoir voilà, une enquête, quand même un trope un peu classique. Bah, dans la temporalité, non, ça va trop vite, quoi. C'est presque Ouais, en oui, temps ça réel. se passe en 24 heures En heure, quasiment. ouais. c'est vrai. Et le lendemain, ça y est, il se réveille un petit peu et il va donc dans cette boutique occulte un peu Ésotérique, ouais. pour récupérer un One Wish Willow. Ouais. Il saccage un peu la boutique à la recherche de tout et il tombe sur le propriétaire. Oui, d'ailleurs, la vendeuse du One Wish Willow lui avait dit on a beaucoup de plaintes. Ouais. Donc faites attention au tout Et début lui, du mais lui, film. il rigole de ça, il dit Mm. mais bon, de quoi ils se plaignent les gens, enfin c'est qu'un petit vœu. Et le vendeur rien du lui tout. explique, il lui dit bah non mais vous en avez qu'un seul de vœu, donc vous pouvez pas le refaire. Par contre vous pouvez lui demander à elle, parce qu'il lui dit mais elle est obsédée par moi. Il lui dit oh mais ça va, c'est rien ça. Encore une fois minimisation. Ouais. Mais ça c'est intéressant comme propos. Par un homme
sur un homme qui parle d'une violence, situation, ouais. voilà. Il lui dit, mais non, mais si, vous avez qu'à lui demander à elle de faire un vœu qui s'oppose au vôtre. Et donc, du coup, il se précipite chez Yann en lui expliquant tout le truc de, voilà, il faut que tu fasses un vœu, etc. Évidemment, Yann ne le croit pas. Il prend le bateau et il fait « I wish for $1 billion ». Et là, il y a des liasses liasses. de billets qui tombent du ciel. Je crois que c'est mon plan préféré, mais parce que c'est vraiment le jeu de Michael Johnson à ce moment-là. C'est vraiment un plan fixe sur lui. Avec les billets qui tombent. Qui tombe à genoux. Ouais. De désespoir avec les billets qui tombent devant lui et ce regard. Et il y a tout. Et moi, je me suis dit, en fait, il va le tuer, quoi, à ce moment-là. Ouais. Il va vraiment lui sauter dessus et l'étrangler. Il y a toutes les émotions dans ce regard. Et là, c'est du coup le retour du désespoir. Il a essayé, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Il rentre chez lui. Là, c'est parti en couille vénère. Il rentre chez lui, là, voilà, il y a une espèce de mausolée bizarre au milieu de la pièce. Sur l'écran de la télé, non, c'est pas un mausolée, c'est un hôtel dédié à Berthe. Où ça prend des proportions encore plus... Elle surgit d'un coin de la pièce, vraiment de l'obscurité. Elle le rejoint et en fait elle est habillée comme Sarah, elle fume une clope comme Sarah, elle s'est dessinée les tatouages et elle fait mais pourquoi tu ne m'aimes pas? Et c'est vraiment ce qu'elle répète de tu ne m'aimes pas aussi fort que moi je t'aime. Et elle est absolument tu sens la violence en fait, l'explosivité, elle lui fait peur. Il trouve le cadavre de Sarah dans la pièce d'à côté qu'elle a déshabillée et qu'elle a laissé comme ça pour qu'il la trouve en fait. C'est très très macabre, c'est très glauque. Il va s'enfermer dans les toilettes, elle est en train de ruer, de tambouriner à la porte. C'est ça. En fait, oui, ça t'a fait tiquer En fait, il s'assoit avec elle et il lui dit mais non, je t'aime. Elle fait c'est vrai, tu m'aimes et à un moment elle fait t'as hoché la tête. Ouais. Subreptice. Et en fait, il fait non, je suis d'accord avec toi. La surinterprétation du moindre petit geste. C'est ça. Qui dépend même pas de ce que lui fait. C'est tout dans la tête de sa projection. Ça, c'était, il y a plein de petits trucs comme ça, assez justes. À un autre moment, elle lui fait du chantage au suicide. Quand il lui dit, je vais aller dormir chez Yann. Et elle fait... Ces monologues-là sont très, très malaisants, en fait, où elle parle, elle dit, oui, mon corps va refroidir, mes mains seront de sable. C'est vraiment terrorisant. Et t'as ce dialogue où il dit, mais s'il te plaît, sois normal, sois juste Nikki. Elle lui dit, je ne peux pas. Je peux pas être Nikki. Ouais. Il se retrouve dans la salle de bain. Il a le flingue, qui était une préparation de paiement de le père de Sarah garde un flingue dans le magasin. Bref. Et en fait, il commence à viser son cœur. Il essaye de mettre le flingue dans sa bouche. En fait, il n'a pas le courage de se suicider. Donc, il prend les pilules d'oxy. Qui ont tué son chat. Les anciennes pilules de sa grand-mère. Donc, l'oxy, c'est un opiacé. Il me semble, c'est un antidouleur. L'oxycontin, c'est vraiment un gros problème, notamment d'addiction aux États-Unis. Il prend les médicaments. Il attend un peu que ça fasse effet. Et en fait, il renonce. Il change d'avis. Il va pour se faire vomir. Et là... Et pendant qu'il cherche un moyen de se suicider, on a dans le fond, donc derrière la porte, Nikki qui change complètement de discours, qui arrête la violence et qui passe sur un truc de « je pense que ce serait bien qu'on se sépare, on a besoin d'espace, voilà, il faut qu'on mette un petit peu des trucs en place pour que ça se passe mieux » et qui change complètement de stratégie et ce qui... On peut-être participe un peu aussi au fait qu'il change d'avis, où il recommence à... Non, pour moi, c'est de la lâcheté. Ouais. C'est vraiment le trait de ce personnage, et ce qui le définit dès la toute première scène jusqu'à la dernière, c'est l'absence de responsabilité de lui-même. Ah oui. Et c'est sa passivité, et c'est sa lâcheté. Et un petit peu, je trouve quand même, il est sensible aux tactiques de Nikki. Oui, et puis, mais surtout, il ne pense qu'à lui. Ah oui. Il ne pense qu'à ses besoins. Tout le temps. C'est vraiment, ça joue vraiment sur ce qu'on disait sur les incels en fait. Les mecs, tu vois, qui souffrent d'être friendzonés, d'être mis de côté, le fameux mythe du nice guy, tu sais, les nice guys qui ne sont jamais récompensés. Voilà, ça joue vraiment avec ça tout en ne le disant jamais. Ouais. Mais c'est ça en fait. C'est vrai qu'on a, en fait, un des propos majeurs du film, c'est de dire, voilà, ce personnage, il est pathétique parce que, de toute façon, il était incapable d'avoir une femme en tant qu'amie. C'est soit Nikki, elle était que vue via une potentielle partenaire romantique, soit Sarah, qui est même pas regardée alors que elle est littéralement amoureuse de lui. Et donc, voilà, c'est jamais le sujet principal, mais c'est ce qui fait qu'il est pathétique et qu'il est détestable. Ouais, tout à fait.
Il y a vraiment rien à et récupérer. qui mérite en fait ses amitiés nulles, qui mérite cette situation. Oui, et pour autant, au tout début du récit, moi j'avais vraiment de l'empathie pour lui. Ouais. Quand il perd Ouais, son ouais. chat, quand il est tout seul chez lui. Mais très vite, ça switch, quoi. Bref, elle a fait... On comprend qu'elle a fait le même vœu que lui. Donc là, moi, franchement, j'aurais trop aimé que ça se termine comme ça. En fait, elle est pleine de sang parce qu'elle a continué à se faire du mal, en fait. Elle s'est mis un coup de brique. Ouais. On sait pas pourquoi. Bah, pour moi, c'est comme si elle essayait de se tuer, se tuer ou de se fracasser son enveloppe pour que cette entité en sorte. Enfin, il y a quelque chose autour de l'enveloppe. Et là, ils sont tous les deux en sang, dégueulasse. Elle lui a vomi dessus, elle a tiré sur Yann entre-temps. Enfin bref, c'est l'enfer. Et ils se regardent. Et il y a vraiment cette scène de ils se regardent amoureusement, tu sais, en mode comme ça. Après, ils se retrouvent, ils s'embrassent. La lumière est très très... Enfin, la lumière, la musique est très très belle. Il y a cette envolée. C'est cosy, à nouveau c'est cosy. Et j'aurais adoré que ça se termine là-dessus, sur ce couple de possédés, en fait, finalement. Sauf qu'en fait, il s'est pas fait vomir, donc il meurt. Et là, ça m'a fait penser à Roméo et Juliette. Il est mort dans ses bras, elle récupère le flingue, elle va pour se tirer une balle, parce qu'elle est en mode mon amour, enfin c'est 100% Roméo et Juliette, quoi. Et au moment où elle va se tirer une balle, elle reprend conscience le vœu a pris fin, et ça y est, elle est de nouveau là. Et pauvre Nikki, et ce qui est terrible, pauvre Nikki, c'est horrible. Elle est dans une maison avec les cadavres de ses 3 collègues. Elle se doute qu'elle s'est fait violer pendant des semaines sans s'en rendre compte par Bear. Je sais pas si la thérapie pourrait l'aider. Ouais, non, c'est une fin très sombre. C'est atroce. Il n'y a pas d'espoir. Non. Vraiment, il n'y a pas de morale, il n'y a pas un truc salvateur à la fin du film. Elle est sauvée. C'est le seul Elle truc. est sauvée, mais elle est... Enfin voilà, on se doute qu'elle se remettra jamais d'une telle expérience. Et Sarah a été sacrifiée alors qu'elle n'a Sarah rien fait. et Yann. Ouais. Bon, Yann, c'est bon, il méritait de mourir. Mais... C'est une mauvaise personne, mais est-ce qu'il méritait de mourir ? C'est un mauvais ami, et c'est tout, c'est juste un mauvais ami. Mais pour le coup, Sarah, elle avait vraiment rien fait de mal, quoi. Et elle avait un avenir. C'est vrai. Sarah, c'est le seul bon personnage. Ouais, et Nikki aussi. Nikki, elle a rien fait. Elle existe pas longtemps dans le film. Oui. Mais oui. Ce film est construit comme une espèce de montagne russe, quoi. Et plus t'avances dans le récit, pire c'est. Oui, pire c'est, ouais. Ça escalade dans la violence, dans la souffrance. Et cette violence très crue, très frontale, qui n'est pas du tout édulcorée, en fait. Que le spectateur se prend en plein visage. Non, c'est viscéral comme expérience. Et c'est vrai que ce qui marche, c'est qu'on n'a pas des screamers artificiels avec un son de violon. Au début, quand ils s'embrassent, ils s'embrassent et qu'elle a son premier coup de Je sais pas si je le mets flic. dans la catégorie de screamer. Un peu, hein. Ouais. Franchement, c'est très très fort à ce moment-là. Mais bon, écoute. Ouais. Et est-ce que toi t'as eu peur ? Est-ce que t'as eu la frousse devant J'ai eu la frousse jusqu'à à peu près la moitié du film. En fait, jusqu'à ce que vraiment je me dise, ok, il n'y a rien à récupérer de ce personnage de Bear. Que vraiment, en fait, moi-même j'avais envie qu'il souffre. Et à la fin, j'étais déçu qu'il souffre. Pas beaucoup. Moi, c'est plus que j'étais horrifiée parce que en empathie avec le personnage de Nikki. Donc il y a cette scène dans le noir là où elle fait très peur, elle parle avec sa voix, enfin voilà, tous les tropes de la possession. Mais après, j'étais vraiment mal à l'aise, un profond malaise. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est ça passe de la frousse à la gêne et au malaise. Ce qui était plutôt habile en fait, comme en fait, c'est un peu inattendu, je trouve, que plutôt que d'être de plus en plus dans la peur, on switch sur autre chose. Et on explore autre chose au fil du film. Ouais, c'est vrai. On s'est dit, nous, que le film nous avait beaucoup fait penser à Companion, un film qui a été produit par Zach Cregger. À Companion et à It Follows, en termes d'ambiance, de colorimétrie, de décor. Il y avait quelque chose un peu de cette... Companion, très rapidement, c'est un film de Drew Hancock sorti en 2025 qui parle donc avec l'acteur qui joue Huey dans The Boys, Zach Wade et Sophie Thatcher, et qui parle d'une jeune femme qui en réalité est un cyborg, un robot sexuel en fait, un robot de compagnon, et qui va au fur et à mesure du récit se rendre compte qu'elle est un robot. Et il y a vraiment ce même trope de la femme utilisée comme un objet sexuel, comme une compagne, alors qu'elle est désincarnée, qu'elle n'est pas elle-même, que ce n'est pas réel. Et d'un personnage pathétique, incapable de lien avec l'autre, et qui fait passer ses envies avant tout le reste. En fait,
Obsession est le pendant sombre de Companion. Ouais. Parce que Companion, c'est très coloré. Très éclairé, ça très se passe, coloré. voilà, ouais. ça ne fait pas peur. C'est plus une espèce de thriller à certains moments, mais c'est jamais un film d'horreur. Non, ouais. Tandis que, en fait, Obsession, c'est vraiment le pendant dark. Ouais. C'est terrible. Et oui, c'est vrai, en effet, It Follows, on est d'accord. C'est Il y le a même quelque grain chose, d'image, la même Il y a un truc, esthétique, ouais. tout à fait. Ouais, ok. Bah écoutez, est-ce que toi t'as des choses à rajouter sur Moi, Obsession? j'ai un truc que je me suis dit, c'est que Okum, c'était vraiment quelque chose sur l'obscurité, sur l'ombre, le noir. C'est des peurs enfantines. Ouais, mais Okum. en termes, tu vois, d'utilisation de la lumière, c'était vraiment Mm. sur... Il y a quelque chose de très sombre et on ne voit pas ce que c'est et on sait que ça va venir de là. Dans Obsession, c'était des silhouettes et c'était la peur de silhouettes. Un petit peu comme dans Babadook aussi, où c'est la silhouette et c'est la peur de la silhouette, tu vois, qui est une peur enfantine aussi. Ouais. Mais voilà, pour moi, c'était un peu ces deux penchants d'utilisation de la lumière qui Ouais. m'ont vraiment marqué visuellement. Et de l'obscurité en tout cas. Ouais. Ouais, mais je trouve que ces deux films, Okum et Obsession, sont absolument incroyables. Que le cinéma d'horreur, là cette année, il se passe quelque chose. Il Il y a s'est un déjà truc. passé quelque chose Ouais. l'année dernière. On a eu beaucoup de films Beaucoup de d'horreur bons films. et de très bonne qualité. Mais là, vraiment, on est en train de passer sur un autre On est sur un level. streak de très bons films, c'est vrai. Et en tout cas, moi, j'ai très envie de faire un épisode sur le cinéma de Damien McCarthy, donc celui qui a réalisé Okum et qui a réalisé aussi Oddity et Caveat. Oddity qu'on a vu d'ailleurs. Ça parle aussi beaucoup de violences masculines Oui. sur les femmes, de Ouais. violences sexistes et sexuelles. Et du coup, on attend très très fort le prochain film de Curry Barker. Du coup, ça va être Anything But Ghosts, qui aura un budget de 5 millions de dollars. Donc, écoute, 5 fois plus Voilà. que son film Obsession. avec Aaron Paul, Bryce Dallas Howard et de nouveau son acolyte Cooper Tomlinson. Eh bien écoutez, foncez en salle, même pour le revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Allez-y, Allez-y, faites-vous peur. faites-vous peur et faites-vous plaisir. Un film qui donne du grain à moudre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram jutatme.cast. Je poste je fais des petits posts récap de ce que je vois chaque mois. J'aime bien poster des critiques sous forme visuelle. Et merci pour votre écoute et à bientôt.